Bonjour à tous et bienvenue dans Jusqu'à nouvel ordre pour explorer notre rapport au monde. Dans ce podcast, mes invités ouvrent le champ des possibles en nous aidant à comprendre les mécanismes de l'ordre établi et ainsi à clarifier les enjeux de place, de rôle et de pouvoir dans nos différentes sphères de vie. Pourquoi se laisse-t-on assigner à une place ? Que nous enseigne l'histoire à ce sujet ? Par quel stade sont passés ceux qui ont questionné un ordre établi qui les ralentissait ? Je suis Laurence Bally, initiatrice du projet Conscience et Progrès qui regroupe ce podcast, mais aussi des ateliers et du coaching individuel pour clarifier son rapport à l'obéissance et à l'ordre établi. Convaincue que seule la connaissance et la conscience permettent une véritable liberté de choix, je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode avec des personnalités éclairantes. Pour être informé de la publication de Jusqu'à nouvel ordre, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Trafic de drogue, mythes et réalités, deuxième volet. La semaine passée, mon invité Philippe Pujol, journaliste et prix Albert Londres, qui enquête sur le trafic de drogue à Marseille depuis plus de 20 ans, a mis en lumière les idées fausses qui entourent le trafic de drogue, notamment la perception erronée que les jeunes trafiquants gagnent beaucoup d'argent. Il nous a également démontré que le trafic de stupéfiants n'est pas une simple question d'ordre, mais plutôt le symptôme d'une série de dysfonctionnements sociaux. Enfin, il nous a expliqué comment les jeunes trafiquants sont recrutés dans les quartiers sur leur vulnérabilité et entraînés dans une spirale de dette qui finit par les assigner à une forme d'esclavage. Aujourd'hui, nous allons voir l'impact du clientélisme sur le trafic de stupéfiants et quelles pistes pour circonscrire ce narcotrafic. Un fonctionnement dont je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un ordre établi, mais quand même qui se questionne assez mollement, je trouve, dans notre société, c'est le clientélisme, c'est-à-dire le fait de chercher à élargir son influence, en l'occurrence de chercher à obtenir des voix en attribuant des privilèges. Vous dénoncez le clientélisme des élus locaux. Très concrètement, comment celui-ci favorise-t-il le trafic de drogue ? Alors ça, c'est dans un autre livre que je le raconte beaucoup, c'est dans La Fabrique du monstre, un petit peu dans La Chute du monstre. Je rappelle que le monstre, c'est le défaut c'est les malfaçons de notre société. Hein. Donc La Fabrique du monstre, ça donne le plan de la fourmilière. C'est pas un coup de pied dans la fourmilière, ça donne le plan de la fourmilière. Et il y a tout un truc sur les clientélismes. Les clientélismes sont très variés. Et clientélisme, c'est donc une manière d'être réélu derrière. C'est pas de la corruption. C'est pas, tu me donnes 500 000 euros et en échange t'as quelque chose. C'est quelque chose de plus sournois. Le système français n'est pas un système mafieux avec de la corruption, c'est un système clientéliste. Donc c'est une corruption molle et permanente. Et c'est finalement tout aussi puissant, mais sans qu'on ait derrière des juges sur le dos et des juges anticorruption, parce que c'est pas de la corruption. C'est plus malin que ça. Donc, le clientélisme par rapport au trafic de sup, ça peut trouver plusieurs naissances. Je vais prendre le clientélisme immobilier. Le clientélisme immobilier, c'est comment des promoteurs, du monde du BTP, des groupes qui travaillent dans l'immobilier vont avoir besoin de foncier, de terrain pour pouvoir faire pousser des immeubles ou de rénovation urbaine permanente, ça fait rentrer des sous. Eh bien, il y a plusieurs choses. Les élus vont favoriser, enfin des élus, à Marseille c'était des élus de droite, mais la gauche sait faire aussi, elle l'a fait par le passé, et la gauche a plus un clientélisme associatif, c'est autre chose, je vais y venir. Mais le clientélisme immobilier est plutôt un clientélisme de droite, même si, comme je le disais, gauche et droite, c'est comme le yin et le yang, il y a une petite partie quand même, ils savent faire les deux dans les deux côtés. Et donc, à Marseille, on a eu un clientélisme immobilier très fort sous Gaudin, qui consistait à avantager en permanence les promoteurs, de façon non pas illégale, il n'y avait rien d'illégal en apparence, mais en favorisant les lieux les plus détruits. Et les lieux, ils sont détruits, les lieux les plus paupérisés, les lieux les plus... ceux qui vont être les plus dégradés. Quand il y a du dégradé, soit on reconstruit, soit on détruit et on reconstruit. Donc, soit on rénove, soit on détruit et on reconstruit. Donc c'est une manne financière phénoménale, en plus pratiquement tout le temps qu'avec de l'argent public. En fait, la destruction, c'est les réseaux de stupes qui la font. Un réseau de stupes, il n'y a rien de plus pratique pour dévaster un quartier. Donc, pourquoi empêcher le réseau de stupes de s'installer ? Ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait pas trop de symptômes du réseau de stupes. On voudrait qu'il n'y ait pas de morts quand même, on voudrait qu'il n'y ait pas trop de blessés, tout ça, on voudrait maintenir ça. Mais bon, malheureusement, quand on laisse s'installer quelque chose comme ça, donc ça veut dire on va
bloquer un projet de destruction d'un immeuble. La destruction de tel immeuble défavoriserait le réseau de stupes. Et là, par des recours totalement inutiles, on va le maintenir. Et ça va durer des années. Et le réseau de stupes, pendant des années, il a son immeuble dans lequel il peut continuer à se planquer, à faire son truc et engranger du pognon. Et en échange, le réseau peut avoir des associations qui vont un petit peu aider au moment des élections. Au niveau de l'immobilier, pareil, à aucun moment on n'est pas dans la corruption, donc à aucun moment il y a le trafiquant de drogue et le promoteur qui vont bosser ensemble main dans la main. Mais comme ils ont des intérêts proches, ils vont pas s'empêcher l'un l'autre en fait. Et donc ça veut dire que le promoteur, à un moment, il mettra tous les moyens possibles pour son élu, discrètement, si l'élu se débrouille à faire que tel quartier rentre dans un périmètre de rénovation, alors qu'il n'a pas de raison de l'être. Mais pour qu'il rentre dans ce périmètre-là, il faut qu'il soit un peu abîmé. Et donc dans ce cas-là, on se débrouille à faire que ce soit abîmé. On met par exemple des familles qui sont réputées des familles compliquées, il y en a quand même. On va lui donner un appartement important dans un immeuble, et on sait que cet immeuble, en 3-4 ans, on va l'abîmer, quoi. Et il y a plein de méthodes comme ça. Je raconte dans la Fabrique du Monstre comment ils ont organisé la paupérisation de Calisté, qui est aujourd'hui la cité la plus pauvre de France, mais qui l'était pas au début. Au début, il y a une amorce à ça. On en fait une cité pauvre. Donc après, il y a le clientélisme associatif. Alors c'est un autre style. Le clientélisme associatif est assez simple, finalement. C'est t'es une association, tu as de l'argent de la subvention pour œuvrer, et les associations généralement sont pas fictives et œuvrent vraiment. Et en retour, tu me donnes un peu de ton pouvoir local pour les élections. Tu fais voter les gens, les agents clientélistes, ils peuvent aussi saboter le travail de l'adversaire. Il y a toute une série de choses, ça je le raconte beaucoup dans La Chute du Monstre. Eh bien, derrière ces assauts, on a souvent... Qui sont les gens puissants des cités maintenant? Ce sont les trafiquants de stupes. Donc souvent, on a des trafics de stupes qui créent des assauts. Et l'élu, même s'il est au courant, il veut pas avantager le réseau en lui-même de stupes. Mais l'assaut, lui, est bien pratique. Alors, je dis pas que tous font ça tout le temps, c'est pas ça. Mais, en tout cas, il faut pas oublier que ce clientélisme-là, et là j'ai donné quelques exemples, dans mes livres il y en a énormément, très concrets, donc ce clientélisme-là met en place le monstre, et met en place toutes les conditions pour que le trafic de stupes prospère, qu'on ait des clients, qu'on ait des jeunes à fournir, enfin tout le système que je décris régulièrement dans mes livres du trafic de stupes puisse se faire parce que on y a laissé un terrain vague, quoi. On y a laissé, c'est même pas un abandon, parce que l'abandon voudrait dire qu'on s'en fiche. Moi, je parle d'une exploitation. On exploite les quartiers populaires. J'appelle même ça la précieuse misère. C'est-à-dire que la misère des quartiers, elle bénéficie à un certain monde économique, elle bénéficie au monde politique, parce qu'il est plus facile d'acheter les gens qui n'ont rien, et elle bénéficie aussi ensuite, d'un point de vue médiatique, donc médiatico-politique au niveau parisien, on va dire, au niveau central. Dès que tu as besoin de faire une communication pour qu'on regarde ailleurs, s'il y a un problème sur l'économie du pays, sur les dettes, tu vas bien trouver quelque part en France où il y a un problème. De toute façon, avec les quartiers tels qu'on les a exploités, des problèmes, il y en a toujours. Et une fois qu'on a un problème, on met l'œil dessus, on fait des opérations. Et donc ça permet c'est comme les magiciens, ça permet de détourner le regard. Donc c'est très pratique, les quartiers populaires. Tu as plein de thématiques possibles, banditisme, l'islam, il y a plein de choses. Donc ça permet toujours à une politique réactionnaire de trouver moyen de faire qu'on regarde. Ok. Et alors justement, comment les politiques, alors locaux, mais surtout nationaux, réagissent-ils à vos révélations? Est-ce qu'ils vous sollicitent pour travailler sur la question? Puisque, maintenant, effectivement, depuis 10 ans que vous travaillez dessus, vous êtes un peu connu sur ce sujet-là. Est-ce qu'ils vous sollicitent? Alors il y a de tout, par exemple au niveau du local, que ce soit à la région ou des fois j'ai été consulté, donc la région c'est la droite, à Marseille c'est Renaud Muselier, j'ai déjà été consulté après qu'est-ce qu'il fait de ce que je lui dis, j'en sais rien, moi je vais pas plus loin, mais où j'ai déjà discuté avec aussi bien le président que ses conseillers, donc est-ce que ça a une déclinaison sur la politique qu'ils vont faire derrière? C'est possible. Pareil avec la ville de Marseille où je suis en rapport de temps en temps avec des élus qui prennent en compte mes textes que j'écris et qui essaient de voir si
d'un point de vue d'un dispositif, on peut mettre en place quelque chose. Pareil au niveau des bailleurs sociaux. Je suis quand même, je vais pas dire que je suis pas quelqu'un d'écouté, hein, surtout pas. Moi, j'ai cette satisfaction. Je fais des médias. Je suis entendu. Je sais pas si je suis entendu, mais je suis écouté par une partie du monde politique. Après, ils en font ce qu'ils ont à en faire. C'est-à-dire, c'est en conscience avec leur stratégie, avec eux-mêmes, avec leur envie d'être élus, réélus, leur envie de bien faire, est-ce qu'ils sont en début de carrière, en fin de carrière, énormément d'éléments qui rentrent en compte. En tout cas, je pense que ce que je raconte n'est pas ignoré. Voilà, je suis pas ignoré. Et ensuite, par exemple, j'ai dénoncé beaucoup les clientélismes syndicaux. Le monde syndical me reçoit et je discute avec, y compris ceux que j'ai dénoncés, parce que je dis en même temps que le syndicat est la chose la plus importante qui soit dans les instances intermédiaires. Donc, à la fois, je raconte comment les syndicats tournent mal de temps en temps, et à la fois, je dis que justement, c'est tellement important pour moi un syndicat qu'il ne faut plus que ça tourne mal comme ça. Donc je pense quand même que je suis écouté, après entendu, il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte que je pense pas être entendu très souvent, non. Et vous dites également qu'une prise de conscience citoyenne peut devenir ensuite une prise de conscience politique. Comment faire bouger l'opinion publique? Et d'ailleurs, ce serait quoi même faire bouger l'opinion publique? Alors après, il y a des niveaux différents. Il y a mon niveau personnel. Moi, tout ce que je peux faire, c'est parler dans un podcast, à la télé, faire des livres et faire des bouquins, faire des rencontres. Ça va faire que je vais toucher quelques milliers de personnes, et dans ces milliers de personnes, il va y en avoir quelques-unes qui vont adhérer à ce que je dis, d'autres qui vont dire que je raconte n'importe quoi, et beaucoup qui s'en fichent. Le but serait quand même qu'à titre individuel, s'il y a une prise de conscience de la problématique qui pour moi est une problématique sociale et généralisée de notre société, et que le trafic de stupes n'est qu'un symptôme et non pas quelque chose en parallèle, mais c'est le symptôme de quelque chose de fort, je me dis que quand il y a des élections, quand ils votent, ils feront des choix au niveau local, tant national. Et là, moi, je donne aucune instruction de vote. C'est pas mon, je saurais même pas qui dire d'ailleurs. Mais de toute façon, ce que je dis, par contre, c'est voter, voter, voter. Ça, oui. Parce qu'en fait, s'il y a du vote, s'il y a une expression dans les urnes, déjà, pour moi, ça prend du poids. C'est-à-dire, les quartiers populaires, aujourd'hui, votent peu. Quasiment pas. Si demain, ils se mettaient à voter, je peux vous assurer que le centre de gravité politique actuel qui penche très à droite, il se recentrerait à coup sûr. Donc déjà, c'est un appel à voter de toute façon. Ensuite, je répète souvent à quel point l'extrême droite se nourrit de tout ça, a besoin de ces quartiers populaires, a besoin de ces malheurs-là, l'extrême droite n'est pas en dehors et encore moins une solution. Elle se nourrit de ça et elle, voire même, je le raconte dans La Fabrique du monstre, elle le fabrique encore plus en mettant de l'huile sur le feu dès que c'est nécessaire. Donc l'extrême droite a absolument besoin d'avoir un meilleur ennemi comme les gens des quartiers populaires. C'est absolument nécessaire pour eux. Donc pour moi, c'est une prise de conscience de tous ces systèmes-là. C'est pas de la conspiration, c'est comment ça fonctionne. Chacun dans son domaine, des éducateurs vont travailler différemment, des chefs d'entreprise vont peut-être se dire « Ah, c'est vrai qu'on n'embauche pas un seul arabe quand même, hein. C'est quand même bizarre. Hein. » Et d'autres vont faire de l'insertion sociale alors qu'ils n'en faisaient pas, ils vont se rendre compte que ça marche. D'autres vont arrêter de faire du washing et vont se dire « Quitte à défiscaliser, autant défiscaliser utile. » Parce que voilà, tout existe. Donc pour moi, chacun dans sa fonction, son niveau, à minima le vote et ensuite dans l'action du quotidien, a une possibilité d'agir sur la société. Je parlais des syndicats, par exemple. Moi, j'essaie de donner dans mon domaine, sur cet angle-là, des outils qui amènent chacun à penser. Je ne dis absolument à personne comment il faut penser. Par contre, je lui dis, attention, n'écoutez pas le romantisme actuel, le simplisme, la version bisounours du bien contre le mal, des gentils contre les méchants, et des Français contre les Arabes aussi, c'est un peu tout ça la même chose. Attention de pas céder au simplisme les plus idiots et les plus finalement les plus confortables, parce qu'une fois qu'on te dit un truc bien simple, t'es tranquille, t'es bien, tu peux aller faire autre chose derrière et c'est bien. Malheureusement, c'est pas simple, c'est complexe. Et j'essaye, moi, d'être le plus juste possible quand je décris cette complexité. C'est-à-dire, à la fois, je décris ces gamins comme étant des victimes, et à la fois, j'ai pas du tout peur dans mes textes de décrire à quel point ce sont des boulets, des fois. Et je sais, mais je me dis, c'est des boulets parce que il pouvait pas en être autrement et que j'aurais été le même boulet si j'avais grandi dans les mêmes conditions. Et ça, pour moi, il y a une importance. C'est là que je crois un petit peu pas à la révolte citoyenne. Je suis pas un révolutionnaire, moi. Je crois pas en ça. Je pense que ça se passera plutôt par la prise de la culture, la prise de l'intelligence. Et je suis pas désespéré là-dessus. Je pense que c'est encore possible. Donc
Donc voilà, moi j'ai cette fonction-là, d'essayer d'amener les gens vers dans mes sujets, sur plus de compréhension. Ouais. Et c'est vrai qu'on se sent quand même très passif face aux problèmes. Est-ce qu'une démocratie, puisqu'on parlait d'élections précédemment, est-ce qu'une démocratie plus participative ou plus délibérative, je pense aux conventions citoyennes notamment qu'il y a eu, serait selon vous de nature à faciliter la prise en compte des problèmes sociaux qui alimentent ces trafics? C'est vrai que le modèle actuel, tel qu'il s'est mis en place, et non pas tel qu'il a été fait avec la Ve République, hein, le modèle actuel, c'est un modèle qui fait semblant de faire de la concertation, c'est-à-dire en gros, tout est déjà décidé, puis après on fait de la concertation, on cache totalement les informations à la population, et à la fin on sort le projet en disant ben vous avez décidé ça. C'est très souvent de la fausse concertation. Alors il va y avoir quelques cas où ça marche, mais grosso modo on est dans de la concertation fictive. C'est vrai que participation en concertation, ça serait très important, parce qu'aujourd'hui j'ai un gros respect pour l'élu, moi, pour le monde politique. C'est pour ça d'ailleurs que je n'hésite pas à décrire ses travers, parce que justement c'est pour moi une fonction tellement importante qu'il faut décrire ses travers. Et en même temps je décris à quel point c'est compliqué de faire la chose politique. Et donc il faudrait sortir d'un modèle qui n'était pas celui de départ de la Ve République, mais qui est devenu un modèle qui est lié à la personne. Regardez, là, l'extrême droite nous sort Bardella, c'est un Playmobil qu'on a formé. Bardella, il a aucune culture en rien, c'est rien du tout, quoi. Hein. La gauche, ils ont Mélenchon, au milieu, enfin bon, bref, on a une sorte de culte de la personnalité absurde, et il faudrait réussir à sortir de ça et se remettre plutôt sur les projets, les utopies, on peut appeler ça comme ça, les idées, pas les projets dans le sens macroniste du terme, mais le projet politique, donc une idée, une direction. Et il y en a plein de possibles. Il y a le libéralisme, il y a le social-libéralisme, il y a les communistes, c'est porté par plein de directions possibles. Mais par contre, aujourd'hui, on sent plus trop de direction. On a un capitalisme sauvage, et on a ensuite on fait porter ça par des personnalités qui porteraient le truc. C'est vrai que demain, si on y met plus de participatif, ben, tout ça va prendre une place, mais il faudrait que ce soit un participatif réel. Il faudrait que soit mis en place une organisation de manière à ce que remonte la réalité du terrain. Je pense que d'ailleurs, il y a des universitaires qui ont pensé des choses qui marchent très bien. Et il faudrait aussi faire attention à autre chose, que l'on n'interroge pas uniquement les gens qui ont la capacité immédiate de répondre, c'est-à-dire les gens cultivés, appelons-les comme ça, instruits. Il faudrait aussi avoir une possibilité, eh oui, il faut aussi avoir une capacité à discuter et à faire remonter les infos de gens qui sont issus de milieux, que ce soit ruraux, populaires, où il y a moins où il y a plus de sentiments et plus de réactions plutôt que de réflexions en apparence. Et là aussi, je pense qu'il y a des techniques et des méthodes à mettre en place, c'est-à-dire des concertations plus longues, avec des petites formations sur des domaines, avec de la considération. Je pense là aussi que ça existe et que c'est possible. C'est le principe de la Convention citoyenne. Il faut absolument aller vers ça de toute façon. Ok. Impossible de finir l'émission sans évoquer le sujet de la légalisation. La criminalisation de la consommation semble un horizon indépassable en France. Quand j'en discute autour de moi, j'entends souvent que la légalisation serait un choix irresponsable et puis un très mauvais signal donné aux jeunes notamment. Pourtant, il y a des expériences qui semblent avoir fait leurs preuves dans d'autres pays. Quel est votre point de vue sur la légalisation ? Bon, là aussi, j'ai un point de vue complexe qui n'est pas on-off. Déjà, il faut faire une première remarque. Aujourd'hui, n'importe qui en France a accès à de la drogue en 20 minutes, 1 heure. N'importe quelle drogue. Sans savoir où, il suffit de se renseigner. Tu vas à n'importe quel pied d'immeuble, tu discutes, tout ça. Tu trouves toutes les drogues quand tu veux. Déjà. Donc, et après, donc ça c'est un premier fait, j'ai envie de dire. Un deuxième, les drogues, quand elles sont consommées de façon importantes, sont toutes nuisibles pour la santé, que ce soit le cannabis, la coke, c'est très mauvais pour la santé. Il n'y a pas d'autre approche que le fait que ce soit dangereux pour la santé. Mais une fois qu'on a dit ça, on pourrait se dire, donc il faut l'interdire, puisque c'est dangereux. Mais non, puisque si c'est interdit, on y a accès quand même. Et le problème qu'on a, c'est que tu ne peux pas faire un traitement sur les personnes en addiction, c'est-à-dire l'immense majorité des gens qui consomment, puisque tu es dans un cadre qui n'est pas légal. Et en étant dans un cadre illégal,
ils ne se déclarent pas dans l'addiction. C'est-à-dire quand ils passent à la médecine du travail et qu'on leur dit la cocaïne, ils ont beau avoir les pupilles dilatées, le médecin voit bien qu'il y a de la cocaïne, ils vont dire moi pas du tout, pas du tout. Et quand on va leur dire l'alcool, ils vont dire ah c'est vrai j'abuse un peu, c'est vrai que je me prends un pastis tous les midis et un whisky tous les soirs. Et là on peut rentrer dans un phénomène de travail sur l'addictologie. Quand on parle de légalisation, évidemment, si on pense à la légalisation hollandaise, c'est-à-dire du jour au lendemain, tout est légal, on fait ce qu'on veut, c'est la fête, évidemment, c'est particulièrement néfaste. En effet, les jeunes et les moins jeunes, hein, la population va se précipiter pour tester, ne serait-ce qu'au début, et surtout, ça va renforcer les trafiquants, contrairement à ce qu'on pense. Ça, il y a personne en France qui est pour cette légalisation-là. Même ceux qui sont pour une dépénalisation, ils sont pas pour ça. En fait, il y a toute une gamme. La première des gammes, la première des étapes, c'est la décriminalisation. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'acheter, on n'a pas le droit de vendre, on n'a pas le droit d'acheter, mais on a le droit de consommer. Alors c'est contre-intuitif, mais quand on a le droit de consommer, on rentre dans un processus légal. Donc quand on passe devant notre médecin du travail et qui nous dit « vous prenez de la coke » et qu'on répond « oui, un peu trop », on rentre dans un parcours de soins. Au Portugal, ils ont décriminalisé, baisse de 20% de la consommation de cannabis, une baisse légère, mais partout dans le monde, elle montait de 20% de consommation de cocaïne. Donc en fait, ça pour moi, c'est évident qu'il faudrait le faire tout de suite, rapidement. Et ça n'attirerait pas aucune population vers la drogue, puisque toute drogue est déjà accessible dès aujourd'hui. Ensuite, il faudrait faire des choix entre, est-ce que c'est une dépénalisation libéralisée, c'est-à-dire on vend de la drogue dans des magasins faits pour, ou une libéralisation ou une dépénalisation qui va vers le thérapeutique. Ce qui est un petit peu le cas anglais, il y a plusieurs endroits. Moi, je suis pour le thérapeutique. Moi, je suis pour qu'on fasse rentrer petit à petit certaines maladies dans l'usage avec les drogues, c'est parce qu'on garde un contrôle des produits et on garde un contrôle du client. Et on peut voir lequel consomme trop et compagnie. Et donc, ça permet de contenir tout ça. Si on part sur quelque chose de plus libéral, il y a moins de contrôle. Mais bon, certains sont pour ça. Il y a les Cannabis Social Clubs, c'est-à-dire on a le droit de consommer uniquement dans une zone dans le privé, donc souvent des associations, dont des bars associatifs qui deviennent des coffee shops, et ils ont le droit de produire ou d'avoir des zones des circuits de production. Bon, moi je suis pas particulièrement pour ça, mais c'est aussi quelque chose de possible. Il y a plusieurs dépénalisations possibles. Quoi qu'il arrive, pour moi, elle est inévitable et nécessaire. Déjà, elle pousse pas à la consommation, ça s'est prouvé dans le monde entier que, à part un pic de curiosité de la première année, après la consommation ne monte plus. Mais pour moi, c'est pour ça qu'il faut dépénaliser sur la durée. Il faut 15 ans. Il faut dépénaliser sur 10-15 ans. Et pas du tout du jour au lendemain. Et en plus, il n'y a pas de saut de drogue aussi. Les gens qui veulent prendre de l'héroïne aujourd'hui, prennent de l'héroïne aujourd'hui. Les gens qui veulent de la coke, prennent de la coke. Et un fumeur de joint ne passera pas à la coke, puisque c'est deux effets totalement opposés. Donc, si un fumeur de joint veut prendre de la coke pour se réveiller, il peut déjà le faire aujourd'hui. De la même manière, quelqu'un qui prend de la cocaïne ne passera pas à l'héroïne, puisque c'est une drogue inverse. C'est pas une drogue qui te réveille, c'est une drogue qui te met dans les profondeurs de toi-même. Donc en fait, là aussi, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Le saut d'une drogue à une autre n'existe pas, et si on veut, on peut déjà l'avoir. Donc, pour la santé publique de chacun, il faudrait décriminaliser. Avec évidemment, il faut un grand dispositif de prévention, et il faudrait former des addictologues à nouveau, il faudrait qu'il y ait du monde, quoi, hein. Bien sûr, il faut pas faire ça à la va-vite. Et ensuite, je pense, moi, qu'il faut aller jusqu'à une dépénalisation. Alors moi, vous avez compris, je suis plutôt pour le thérapeutique, mais il y a plein d'autres modèles. Je pense qu'il faut prendre le temps pour le faire, et qu'en fait, faire le contraire, c'est continuer à fermer les yeux et après mettre des jugements moraux qui est « mais la drogue c'est mal, donc il faut l'interdire ». Mais tout le monde dit que c'est la drogue c'est mal, il n'y a pas de problème, il n'y en a pas un qui dit la drogue c'est cool. Mais le problème, c'est que la drogue c'est inévitable, sauf si on traite les raisons qui nous amènent vers la drogue. Donc la performance, est-ce qu'on doit continuer à être une société où il faut travailler sans s'arrêter ? Et la dépression et l'anxiolytique, est-ce qu'on doit continuer ou est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à faire une société plus apaisée et moins anxiogène? Et là, il y aurait moins de consommation. Par contre, l'interdiction est un non-sens. Voilà. Et puis on est le seul pays d'Europe à avoir une interdiction totale et on est les plus gros consommateurs du monde. Donc il faut se poser les bonnes questions comme toujours. Et malheureusement, c'est pas vraiment ce qu'on fait.
Merci Philippe pour ces Merci éclairages qui nous beaucoup. permettent d'élargir notre compréhension des fondements du trafic de drogue et de questionner certaines de nos certitudes sur le sujet. Je rappelle le titre de votre livre, Cramer les enfants du monstre, donc le troisième d'une trilogie passionnante aux éditions Julliard, à lire absolument pour mieux comprendre ce qui se joue à Marseille et ailleurs aussi, mais aussi pour rester connecté à notre humanité. Un grand merci. Merci à vous. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Laurence Bali et sur Facebook à l'adresse Jusqu'à Nouvel Ordre. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.